Bonjour à toutes et à tous, ça y est, le Canon EOS R7 vient d'arriver en France, on va donc tester ce qu'il a dans le ventre. On avait déjà fait une vidéo sur l'EOS R7 pour vous présenter au moment de l'annonce les caractéristiques du boîtier ainsi que de l'autre boîtier annoncé par Canon, l'EOS R10. Si ça vous intéresse, on vous met une fiche pour pouvoir aller les voir car on ne va pas revenir sur les caractéristiques du boîtier, on va s'intéresser à la prise en main et à 3 points en particulier qu'on a testés, à savoir la stabilisation, la sensibilité en photo et en vidéo, surtout en log, et la mise au point en automatique. Pour commencer, au niveau de la prise en main, si vous avez l'habitude des EOS R5 et R6, on va être assez similaire puisqu'il a un grip assez épais, notamment devant. Donc c'est très agréable lorsqu'on le prend en main puisque tout de suite on a l'impression d'un boîtier qui tient très bien, on peut le tenir à une main sans aucun souci. Forcément ça va un petit peu dépendre de la taille de vos mains, mais de manière générale c'est un grip qui est très agréable. Comme on vous l'avait dit dans la vidéo de présentation, on a un écran qui est complètement réversible, donc pour faire des photos en portrait par exemple, incliné vers le bas c'est possible ou même vers le haut. Une petite particularité sur laquelle Canon n'avait pas communiqué à l'époque et qui est très intéressante, c'est que le R7 a un obturateur qui se referme, donc quand on change les objectifs, il y a très peu de risque d'avoir des poussières qui arrivent, alors que le R10, lui, ne l'a pas, donc c'est une différence entre les deux boîtiers que Canon n'a pas forcément mis en avant, donc c'est intéressant de le savoir. Sinon, la molette des modes est assez classique, on retrouve tout ce qu'on a l'habitude d'avoir et on a 3 modes personnalisables. On a notamment, comme sur le R5C, la possibilité de l'allumer en mode photo ou en mode vidéo. Et à l'arrière, le petit joystick pour faire le changement de zone de mise au point est un petit peu particulier puisqu'il est entouré d'une molette. Ça change un tout petit peu la prise en main. Honnêtement, on trouve ça très agréable parce que ça permet du coup de l'avoir au niveau du pouce, juste à côté du bouton AF On. Donc si vous avez l'habitude d'utiliser le bouton AF On, ce qui est assez fréquent quand on fait de la prise de vue photo pro ou semi-professionnelle, eh bien la molette vous tombera vraiment bien sur le pouce. Et puis après, comme on vous l'avait dit, la batterie on retrouve une LPE6 NH, donc on a une extrêmement bonne autonomie avec celle-ci puisque c'est la batterie qui est utilisée notamment sur le R5, le R6, c'est vraiment une batterie très performante. On a un double port de carte SD comme on vous l'avait aussi dit, donc ça pour de la photo professionnelle ça vous permet d'avoir une sécurité sur vos photos, c'est indispensable, et même si vous faites de la photo amateur c'est toujours pratique, c'est encore une différence avec le R10. Et puis on a toutes les connectiques dont on pourra avoir besoin, on a une prise casque, une prise micro, la prise télécommande, on a une prise HDMI et une prise USB. Et surtout, un point très intéressant qu'on a tendance parfois à oublier, c'est qu'il y a de l'infrarouge sur ce boîtier, donc vous allez pouvoir utiliser des télécommandes sans fil avec l'EOS R7. Donc ça c'est très intéressant puisque si vous avez du matériel qui fonctionne avec de l'infrarouge, vous pourrez l'utiliser sur ce boîtier, ce qui est de moins en moins fréquent puisque maintenant qu'il y a du Wi-Fi, les constructeurs ont tendance à retirer de plus en plus l'infrarouge. Maintenant, en ce qui concerne plus précisément les tests qu'on a fait de ce boîtier, pour commencer au niveau de la sensibilité, on a été extrêmement agréablement surpris par les résultats qu'on a obtenus, puisqu'en photo on peut monter jusqu'à 6400 ISO avec de très bons résultats. Quand on arrive à 12800 ISO, le bruit commence à être vraiment visible, donc si on n'a pas le choix, c'est encore exploitable honnêtement, mais si on veut être vraiment exigeant, à 12800 ISO, le bruit il est quand même visible, et par contre à 25600 ISO, honnêtement c'est pas exploitable, là le bruit est vraiment trop présent. Mais pour un boîtier avec un capteur APS-C, surtout que chez Canon le capteur APS-C il est 1,6 fois plus petit que le plein format, eh bien c'est vraiment des résultats très satisfaisants. En ce qui concerne la sensibilité en vidéo, ce qui est aussi très important puisque comme c'est le seul boîtier APS-C qui a de la 4K 60 à part chez Fujifilm, il va y avoir beaucoup de monde qui s'y intéresse, surtout qu'il a du log, il a du 10 bits, donc il a vraiment de très bonnes performances. Et en log, à 800 ISO, qui est donc l'ISO minimal pour le log, on a d'extrêmement bons résultats, il n'y a pas du tout de problème de bruit une fois qu'on réétalonne nos plans. Évidemment, il faut quand même savoir étalonner du log. On vous invite à aller voir la vidéo qu'on a fait là-dessus pour ne pas faire trop d'erreurs et rajouter trop de bruit. Mais de manière générale, on est vraiment très satisfait parce que c'est vrai qu'il y a certains boîtiers qui ont tendance, quand on prend du log et qu'on l'étalonne, à vraiment bruiter. C'est pas du tout le cas de celui-ci. Au niveau de la stabilisation, on a d'extrêmement bons résultats encore une fois. Évidemment, on s'y attendait un peu puisque le R5 et R6 avaient déjà de très bons résultats au niveau de la stabilisation du capteur. Pour vous montrer, on a filmé des plans au 50 mm, donc un équivalent 80 mm quasiment chez Canon, à main levée et surtout sans stabilisation de l'optique pour vraiment profiter que de la stabilisation du capteur. Quand on marche, les résultats honnêtement nous ont bluffé. Un équivalent 80 mm à main levée, ça tremblait très peu
Et comme on n'est jamais à des focales aussi importantes quand on se déplace, eh bien au final, on aura de vraiment très bons résultats. Pour vous montrer, quand on vlog à 15 mm et ensuite quand on vlog à 24 mm, eh bien on a de très bons résultats en n'utilisant que la stabilisation du capteur, donc ça c'est très satisfaisant. Et pour finir, un point très important, c'est la mise au point automatique. Pour ça, on a essayé encore une fois de le mettre dans des conditions compliquées. On a repris le 50 mm à ouverture f1.8 et je me suis filmé avec les yeux dans l'ombre pour qu'il soit beaucoup plus difficile à détecter. Et vous pouvez voir que l'appareil détecte très bien mes yeux, il les suit, quand je les ferme ça lui pose aucun souci, je peux tourner sur moi-même, il récupère l'œil directement, vraiment le résultat est très bluffant. Il met un petit peu de temps à me récupérer quand je sors du cadre et que je reviens, mais il en met pas plus que n'importe quel autre boîtier standard actuel. Donc franchement, les résultats en mise au point automatique sont bluffants, et pour un boîtier APS-C à 1499 € en boîtier nu, il a des performances qui sont clairement impressionnantes, parce que à part le capteur, on est presque sur les performances au final d'un EOS R3. Donc pour les photographes sportifs et animaliers, on vous recommande vraiment ce boîtier. Pour les vidéastes également, puisque comme on vous l'a dit, il a de très bonnes performances en vidéo. Et honnêtement, de nos tests, on n'a pas du tout été déçus par des promesses très grandes de la marque qui n'auraient pas été respectées puisqu'on n'en a pas trouvé. Par contre, si ce boîtier vous intéresse, on vous invite vraiment à nous contacter pour le commander. Nos coordonnées sont dans la description parce que comme il est très demandé, il est difficile à avoir, donc comme ça vous permettra de vous placer sur la liste d'attente. Sur ce, on espère pouvoir tester le Canon EOS R10 très bientôt puisqu'il devra arriver début juillet. Abonnez-vous pour ne pas le rater. Bonne journée à toutes et à tous!